le plus grand de mon quartier. Le plus grand de mon quartier. Le plus grand de mon quartier. Man. Viens faire un tour de code du background parisien. Tu verrais que les pratiquants ne sont pas des vauriens. Décidés à suivre les traces de nos frères américains. Paris et sa banlieue arrivent en force sur les terrains, basketteur ou pas. Du moment que tu es là, tu sais toucher le ballon, alors entraîne-toi. Fais le nécessaire pour arriver au sommet. Je vais prendre exemple sur un professionnel. Par ses fesses, on le considère comme un criminel. Non, je te parle pas de Michael Jordan, ni Barclay, dont tout le monde est Morgan, mais tout simplement de Mustapha Sonko, passé par là. Il est devenu pro. Les légendes, c'est pour les dinosaures. Il y en a. Moi, je sais qu'il y en a, tu vois. Comme les Mustapha Sonko et plein d'autres. C'est pas pour tout le monde, ça. Tu vois, c'est pour les gens qui ont fait vraiment du, comme on dit aujourd'hui, du sale. Ils ont vraiment marqué l'esprit des gens. Mais c'est pas tout le monde. Oh là 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 là, extraordinaire! Arte Radio présente Suprême NBA. Comment la France a attrapé la fièvre du basket. Wow! Coast to coast. Épisode 3, la communauté de l'anneau. On entre dans le Money Time. Franchement, les années 90, c'était le summum pour le basket en France. C'était le phénomène des playgrounds. On disait basket, sport de banlieue, qui va détrôner le foot parce que les jeunes préfèrent le basket. Je suis Georges Eddy. J'ai popularisé la NBA en France après avoir été joueur professionnel. Après, en France, il y avait des playgrounds dans les patronages catholiques dans les années 30, 40, 50. Bon, ça s'appelait peut-être pas playground, mais c'était des terrains en plein air avec le curé qui faisait office de coach. Donc ça, c'était les origines en France. Aux États-Unis, c'était souvent dans les grandes villes, les ghettos, les playgrounds avec les grillages autour, New York, Brooklyn, Bronx et tout ça. On voit des gamins qui jouent. Là, il manque complètement l'arceau là, sur cette photo. On voit des mecs qui ont installé un caddie à l'envers pour faire un panier de basket. Guillaume Marietta, guitariste et chanteur de rock. Alors, l'été des playgrounds à Paris. Alors, en 1, Stade Suffren à Paris. Donc, je vois la Tour Eiffel à côté, donc ça doit être dans les beaux quartiers. Il y a Montreuil, Parc de la Villette, Sarcelles, Cité du Clos Saint-Lazare, la Fosse aux Prêtres à Palaiseau, Métro Glaciaire à Paris. Il y en a un Saint-Denis, Cosne-sur-Loire et les Courtillères à Pantin. C'est vrai qu'à Paris, quand on parle playground, on pense tout de suite terrain extérieur, mais c'est pas toujours vrai. Diana Gandega, ancienne joueuse professionnelle, a participé au JO 2008 dans l'équipe du Mali. Il y a pas mal de playgrounds qui sont en salle, et le playground, ça se limite pas au terrain, mais surtout à l'esprit. Et les personnes qui viennent pratiquer le basket libre, voilà, c'est plus un basket libre. Donc on retrouve des playgrounds dans le 18e, c'est Clichy. Vous avez aussi PV, qui est à Porte Dorée, qui est un peu moins connu, mais qui est aussi en salle. Et après, c'est vrai que c'est plus des playgrounds extérieurs, comme Stalingrad. Qui a été fermé à un moment à cause... parce qu'il y avait beaucoup de campements de migrants, et quand les flics ont dégagé tout le monde, les terrains étaient inaccessibles. Et là, j'ai vu que ça a été réouvert. En fait, il n'y a pas de lumière, les terrains ne sont pas éclairés, et t'entends le ballon qui rebondit, des voix comme ça, mais ça doit être étrange de jouer aussi au milieu de ce bruit de voiture, de la pollution et tout. Je sais pas comment tu dois être en rentrant chez toi. Des fois, tu pouvais te retrouver seul. Jean-Louis Mendy, éducateur à l'espace jeune de la Goutte d'Or. Mais des fois aussi, t'es seul et tu vois qu'il y a un mec qui a la même idée que toi. Il y a un gars avec qui on joue depuis des années. Je sais très bien, c'était un 31, ça je m'en souviens toujours. Qui lui arrive, moi j'ai fini, je voyais là avec son ballon, on se regarde, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. C'était pas prévu, il faisait froid, limite il y avait de la neige. Tu shootes, finalement tu restes avec lui et tu shootes, tu vois. On n'allait pas forcément au week-end, je ne sais où, tu vois, prendre l'air. Tu vois, sur le terrain, même si t'es en plein dans la ville. C'est des grilles, tout est ouvert, mais c'est là où t'es dans ta concentration, tu fais tes shoots et t'es tranquille, tu vois. Moi, j'ai vraiment débuté le basket dans la rue. Vraiment, c'était ça à l'époque. Et pas trop... dans le coin, il n'y avait pas de club du tout même. C'était du basket de rue à 100%. On sait que le dimanche, le truc qui est ouvert, c'est sûr, c'est Stalingrad. Quand t'arrives
tu tombes sur des grilles, c'est un peu technique, tu sais pas où est l'entrée, il fallait faire un petit zigzag comme dans un labyrinthe. Tu as des voitures qui passent à côté, des gens qui te klaxonnent. On va dire, ouais, c'est plutôt quartier marché exotique, afro, asiatique, tu vois. Et c'est toute une ambiance là-bas, c'était toute une ambiance. En fait, à l'époque, c'était... je parle comme si j'avais 80 ans, mais à l'époque, c'était vraiment... On arrivait, il y avait les joueurs qui viennent pour jouer et qui étaient là dans leur ambiance. C'était un lieu de rencontre, c'est-à-dire ça discutait, ça draguait, ça se rencontrait et tu trouves tout le monde. C'est-à-dire des mecs de banlieue, des mecs de Paris, t'as des filles, les gars ils viennent avec leurs meufs accompagnés. C'est une ambiance. T'en as qui jouent pas, mais ils passent là, ils racontent leur vie seulement. T'en as qui vannent, t'en as qui sont là qui t'ambiancent, t'as ceux qui dansent torse nu, on sait pas pourquoi. T'avais des apprentis rappeurs qui s'essayaient au freestyle. Il n'y avait pas de réseaux sociaux comme je dis, mais il y a vraiment une ambiance calquée sur les États-Unis, c'est-à-dire vestimentairement, hip-hop en parlant dans le rap, dans la musique, tout venait sur le terrain, c'est-à-dire c'était vraiment influencé à 100%. C'était new-yorkais ou Los Angeles ou d'où tu veux t'identifier, mais c'était américain. On vivait notre rêve américain à Stalingrad. T'avais les sapeurs, pas les sapeurs congolais, mais on va dire les sapeurs Quinri, qui sortaient... À l'époque, c'était beaucoup les baggy, les t-shirts larges, les vestes en cuir, sablés super larges. Le slim, c'était inenvisageable. Dans tous les quartiers, en fait, la norme, c'était le mec en Stan Smith, Lacoste, avec des fringues un peu près du corps et qui joue au foot. Tex Lacroix, spécialiste de la street culture, consultant marketing et DJ. Et donc, toi, tu voulais pas être dans la norme, donc tu t'habillais large avec des grosses baskets et tu jouais au basket. Voilà, c'est ça, tu vois, c'était... Comme tu dis, c'était plus un truc d'affirmation qu'un truc où tu dis ouais, moi, je vais faire des baskets, je vais en faire mon métier. Non, c'était... Au même titre que les mecs qui étaient punk, ils pouvaient pas voir la variété française et ils trouvaient que le foot était un truc de beauf. Nous, on était cependant-là, mais dans les mecs de quartier, en fait, tu vois. Les punks, c'était plus, déjà, c'était plus majoritairement des blancs et qui venaient des pavillons, en fait, tu vois. Petits bourgeois, sans critiquer, mais c'était plus ça, tu vois. Et les mecs des quartiers, s'il avait été petit bourgeois en pavillon, il aurait été punk. Et s'il était au quartier, il devenait hip-hop. C'est un peu ça, tu vois. C'est pour être différent du reste, en fait, tu vois. On avait toute la sape, les baskets, le baggy, tout ce que tu veux, le bandana. Tu pouvais tout avoir, les maillots. Tu vois un touriste qui lui demandait c'est où la rue, je sais pas quoi. 90% des mecs qui bégayaient, ça parlait pas anglais du tout, tu vois. Il y avait l'apparence, mais un touriste lui demandait un truc, on était là, on se regardait tous. Hein. Le plus américain des Américains, vas-y, va parler avec lui. Non, vas-y, toi, tu vois. 1993, Paris, Brooklyn, la puissance du son. Ouais! Et comme il y avait du monde, il y avait du son, c'était vraiment un univers, hip-hop et basket, voilà. Parce que c'était pas forcément que le basket, les gens n'étaient pas là que pour jouer. Au tout début du hip-hop, vu que c'était vraiment un micro-phénomène, tu étais obligé d'aller à Paris, parce que même dans ton quartier, en fait, ils étaient 3 ou 4 à kiffer le hip-hop. Les autres, étaient encore sur la funk. En fait, t'étais un peu un ovni dans le quartier. Et donc, en fait, Paris, c'était le lieu de rendez-vous de tous ces gens-là. T'avais pas Internet, t'avais pas de forum, t'avais pas de magazine dédié, t'avais pas de médias dédiés. Donc, ton média dédié, c'était les endroits où ces gens-là se rencontrent. Les endroits où il y avait du graffiti, les quelques soirées qu'il y avait. Et la boutique, parce qu'il n'y avait qu'une boutique qui s'appelait Tikaret à Stalingrad à l'époque, où tu pouvais trouver des fringues qu'eux ramenaient des États-Unis. Et les fameuses ceintures, tu sais, avec ton nom. L'accessoire numéro 1 quand c'était hip-hop, des fois, t'avais même que ça. Tu les commandais chez eux, eux allaient les chercher aux États-Unis et te les ramenaient 2 semaines après, en fait. Et pareil, des fois tu prenais le RER, tu voyais un mec avec une ceinture, ça s'appelle les nameplates, avec la ceinture, et directement tu allais lui parler, dire ah t'es de quel coin, tu fais quoi, tu danses, tu graffes, tu rappes, t'es DJ, t'es de quel crew, et tu faisais des connexions comme ça en fait, tu vois. C'était complètement informel. Vu que c'était un microcosme, là le mec avait une paire de Adidas Forum et un chapeau Kangol, il faisait partie de ta culture, donc tu lui parlais naturellement et il te répondait naturellement.
Aujourd'hui, tu vois un mec qui a des Jordan, la moitié des gens dans la rue peuvent avoir des Jordan, en fait, tu vois. La majorité des modèles n'étaient pas distribués en France, en fait. Donc, où tu les voyais, après, fallait aller les trouver. Donc, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de Foot Locker. C'était vraiment les Sport 2000 et la Hutte, donc des magasins, pas lifestyle du tout, des magasins pour les sportifs. Et donc nous, on allait là où il fallait aller pour les récupérer. On allait beaucoup en Belgique, parce qu'en Belgique, il y avait les premiers Foot Locker et les premiers athlètes foot. On allait à Londres. Il y avait tout le truc des mecs qui allaient aux États-Unis pour les soldes. Ils remplissaient les valises de vêtements, de basket. Les gens faisaient des commandes. On n'avait pas les délires d'Amazon ou je ne sais quoi. C'est-à-dire on faisait des commandes à l'avance. Le mec, il revenait, il arrivait sur le terrain avec son espèce de valise. Il te sortait, je vends le t-shirt, les Knicks, le maillot, la paire, le t-shirt. Il ramenait des CD de rappeurs qu'on connaissait même pas, des mixtapes de mecs qu'on allait connaître. Enfin, si on avait attendu, on les aurait connus 2 ans plus tard. En Allemagne, tu avais les bases américaines. Quand tu habitais en banlieue, tu te retrouvais à faire ton service militaire en Allemagne, dans ce qu'ils appelaient les bataillons semi-disciplinaires. Donc tu te retrouvais majoritairement des banlieusards et des mecs d'Alsace-Lorraine. Géographiquement, parce que ceux d'Alsace-Lorraine, ils étaient plus près, et que vu qu'il y a très peu de casernes autour de Paris, et qu'il y avait quand même beaucoup de soldats français à l'époque encore en Allemagne, ils te mettaient de base dans ces casernes-là. La majorité des GI américains, souvent c'est des Afro-Américains, etc. Donc des gens qui étaient dans la culture hip-hop. Il fallait se faire copain avec un GI américain, parce que dans les messes des soldats américains, ils vendaient les Jordan, ils vendaient les survêtements Jordan. Et donc il fallait soudoyer un gars pour qu'il aille te les acheter et te les sortir du mess. Ça c'était fin des années 80 en fait. 87, 88, 89, ouais, voilà. Parce que moi j'avais eu la Jordan 4 comme ça. Et la Jordan 4 elle est sortie en 89. Man was not meant to fly. Air Jordan, basketball. Parce que Jordan a donc signé chez Nike. François Chevalier, journaliste à Télérama, spécialiste en gastronomie, sport et musique. C'est la première fois qu'un basketteur, donc un sportif issu d'un sport collectif, fait l'objet d'un marketing individualisé. Et ça, c'est pas anodin. Jordan, avant même d'être une star du basket mondial, commence à vendre des produits en son nom qui sont commercialisés par Nike. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Au départ, les équipementiers sportifs, ils faisaient des chaussures pour des sports spécifiques, avec des technologies spécifiques. Et ces chaussures-là n'étaient pas censées se retrouver sur le macadam, en fait. Elles étaient censées t'acheter des Stan Smith si tu jouais au tennis, t'acheter des Americanas si tu jouais au basket, tu vois. Et en fait, les gens des quartiers et les gens du hip-hop plus particulièrement, ça a été les premiers à porter des baskets et du sportswear hors terrain de sport. Et pour les marques, c'était un peu l'antéchrist, parce que eux, ils comprenaient pas en fait pourquoi et comment ça pouvait être pris par des gens de la rue. En tout cas, aux États-Unis, ils ont rapidement compris avec Run DMC des années 80. Le fait que ce groupe de rap porte les superstars, Adidas pour le coup, et que quand ils faisaient un concert dans un stade et demandaient à tout le monde de lever les Adidas, que 40 000 personnes prenaient leur Adidas et les levaient comme ça face caméra, ils se sont dit il y a un truc à faire hors sport. Mais c'était complètement un ovni pour l'époque, quoi. Même pour nos parents, nos parents ils nous disaient mais qu'est-ce que vous allez faire le jour où vous allez travailler, il faudra que vous mettiez des souliers et vous avez l'habitude de mettre que des chaussures de sport en fait, tu vois. Alors on a quoi? Donc chez Adidas, on a la Torsion Attitude Skyjacker. Je me souviens plus de celle-là. Et les Pathé Wing, j'aimais bien celle-ci. Bon, il y avait les Streetball surtout, hein. C'était surtout celle-là qui marchait bien. Les Reebok Pump. Et ça coûtait quoi? 1000 balles, 1000 francs à l'époque. Non, je pense que c'est plus cher encore. Bon, je voulais avoir les Jordan. Celle que j'aimais beaucoup, c'était les Air Jordan. La 2, 3, 4, c'était les premières chaussures Nike
sans swoosh, sans le logo, en fait, tu vois. Là, tu avais déjà 3-4 couleurs dans la chaussure, un design de fou. En fait, la Jordan, à cette époque-là, c'était un peu la Rolls des baskets dans la rue. Ah, il y avait très peu de gens qui en avaient. C'était un truc de les avoir et un truc de les garder au pied aussi. Parce que c'était quelque chose qui était très désiré, dur à trouver, et c'était la mode de la dépouille. Donc, fallait assumer ta paire. Dès 86 ou voire 87. François Chevalier, journaliste à Télérama, auteur du livre Bonnes vacances, la trilogie du CSP Limoges. Il y a des gens, à New York qui se battent pour s'acheter les premières paires de Air Jordan. Yo, man, your Jordans are fucked up! Et ça non plus, c'est pas anodin. Et ces paires de Jordan, elles commencent aussi à circuler en Europe. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer des sommes folles pour donc acquérir ces paires. Yo! Yeah! Spike Lee, il est de Brooklyn. Donc New York, Brooklyn, c'est avec le Bronx, c'est les deux cœurs de la culture hip-hop, c'est là où tout a démarré. Et lui, il est là-dedans, quoi. Et c'est un fan de basket et de basket. Enfin, de basket, le sport, et de sneakers. Donc lui, il a toujours intégré ça dans ses films. Et bon, notamment la fameuse scène dans Do the Right Thing, où le mec roule avec son vélo sur la paire toute neuve de Jordan d'un des gars, tu vois. Et... You almost knocked me down, man. The word is excuse me. Excuse me, I'm sorry. Not only did you knock me down, you stepped on my brand new white Air Jordans that I just bought. And that's all you can say is excuse me. Are you serious? Yeah, I'm serious. I'll fuck you up quick 2 times. 2 times. Who told you to step on my sneakers? Et où dans le film, tu vois que le gars, il est tout le temps avec sa brosse à dents pour nettoyer ça. Parce que le but, c'était que ta paire, elle soit toujours nickel. Que enfin, tu vois, c'était... qu'elle soit, comme disent les Américains, fresh out of the box, tu vois. Donc, tu la nettoyais le soir avec une brosse à dents et du savon pour que s'il y avait une tache, on la voyait plus, que les lacets soient toujours bien lacés et bien blancs. Souvent, tu les nettoyais tous les soirs, tu les faisais sécher à plat pour pas que... Voilà, et tu les laçais le lendemain matin. Ça, c'était bien documenté dans les films de Spike Lee, donc Do the Right Thing, Nola Darling et puis Colors. Ça a complètement marqué une génération ici, en fait, tu vois. Je suis un chewing-gum, je suis un chewing-gum dans la bouche de Michael Jordan. Je savais que quand je rentrais là, c'était Gladiator, en fait. C'est do or die. Tu fais, tu t'es vivant ou tu vas mourir. Et mourir, t'as jamais envie de mourir. Alors Stalingrad, t'as 2 terrains. Jean-Louis Mendy. En longueur, mais la largeur, elle est pas, enfin c'est pas très large. Et pas de sortie, par sur vraiment, enfin même pas sur les côtés, derrière les paniers. Mais sinon le ballon il sort pas. C'est-à-dire, tu joues avec la grille, tu te pousses sur la grille, tu t'aides de la grille. Mais c'était un vrai basket de rue. Il y avait une certaine hiérarchie. Tu avais un terrain principal où tu avais les mecs qui savent jouer, qui sont un peu plus âgés, qui ont du niveau, qui jouent physique. Tu avais à côté les plus jeunes qui sont, on va dire, en apprentissage, ceux qui sont tolérés ou qui s'amusent un peu, qui jouent au basket un peu comme ça, juste pour s'amuser. Parce que c'était vraiment particulier, tu avais une ambiance, ça criait, il fallait avoir un caractère. C'est-à-dire les mecs, tu rates ton truc, ils te crient dessus. Quand tu es un peu plus jeune, tu dis « Ah, c'est chaud ». On dirait il va te frapper alors que rien à voir, mais c'était du sérieux aussi. Du moment où tu arrives sur le terrain, tu assumes. C'était soit il y a du sang, il y a faute, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'âge, tu es sur le terrain, ben, tu peux mettre ton panier, mais tu peux te prendre un coup de coude dans les dents et voilà, tu rentres chez toi, il te manque une dent, c'est ton problème, tu as voulu jouer, il faut assumer. Hein. Donc tu prends les coups comme tout le monde. Quand j'ai vraiment commencé à squatter Stalingrad, je devais avoir 15 ans. C'est là où je me suis approprié le terrain, où j'ai vraiment développé mon basket. À Sarcelles, quand je suis arrivé, le terrain appartenait à des grands. Samuel Nadeau, ancien joueur professionnel, il est aujourd'hui éducateur sportif à Sarcelles. Quand ils arrivaient, tout le monde se poussait, etc. Moi, souvent, ils me prenaient parce que je faisais partie des meilleurs jeunes. J'ai vite pris la place des grands. C'est-à-dire, je leur ai fait comprendre que c'était moi le boss du terrain. Et ça, au début, ils l'ont mal pris. Mais comme techniquement, sur le terrain, je leur faisais la misère, ils ont accepté. Donc ça, c'était une de mes fiertés de mettre ce terrain à mon nom. Les premières années où je suis arrivé à Clignancourt, je pense que j'ai dû faire presque 1 an sans jouer.
Diana Gandega. Après, c'était un accès fermé. Aujourd'hui encore. C'est fermé parce qu'on a le côté macho aussi, on va pas se leurrer. Où il y a des garçons qui sont sur un terrain, ils viennent pour jouer entre gars, clairement. Et qu'il y a une fille qui vient, tout de suite, c'est a priori. De toute façon, c'est une fille, elle sait pas jouer. Ou c'est une fille, il va pas falloir défendre fort sur elle. Si on la pousse trop, elle va tomber. Enfin, c'était des a priori. On se disait, mais les gars, c'est bon quoi. Si je suis sur le terrain et si je viens tous les week-ends, je sais ce que je fais. Et j'assumerai de recevoir des coups, de tomber par terre, mais je vais me relever et je vais jouer. Je venais, je regardais, je shootais sur le côté, mais c'était une petite gamine qui a 14-15 ans. Elle va pas venir sur le terrain jouer avec des gars qui en ont 20, qui font 1m90, qui font 100 kilos, voilà. J'ai eu la chance d'avoir aussi un mentor qui s'appelle Henri Lembé, qui joue encore aujourd'hui à Clignancourt, qui me voyait m'entraîner sur le côté. Il disait, cette petite-là, pourquoi pas, on la teste. Maman Diana, là, on te laisse jouer. En gros, si là, sur la soirée, tu fais que de la merde, dis-toi que la semaine prochaine, ça va être compliqué. Je me suis dit, on me donne cette chance et je vais la saisir, clairement. Joue. Tu peux pas rentrer chez toi. Il y en a un autre qui attend dehors, là. Et lui, je joue contre lui. Le playground, c'est la vérité. La vérité, tout de suite, là. C'était à Henri Vallon, à Ivry. William Sambin, joueur de playground et de club de l'Est parisien. J'étais super nul. Pas de main gauche, pas de main droite, pas de shoot, pas de dribble. J'avais rien, j'avais juste sauté. Et j'étais grand, c'est tout. Dès que je shootais, les mecs ils vannaient, ils criaient mouton. Ils humiliaient un peu les gens, tu vois. T'as des codes dans le basket. T'arrives, tu peux pas être là avoir la tête baissée. Tu la trouves pas ta place, c'est toi qui la prends. C'est-à-dire tu commences à t'imposer. Tu rentres dans le jeu, comment tu joues des coudes, tu joues du physique, tu t'imposes. Et à un moment, on te fait comprendre que voilà, tu fais partie du truc, tu vois. Mais c'est un espèce de filtre. Les gens ne font pas semblant. Si tu veux vraiment être avec nous, faut que tu passes cette étape-là. Si tu passes pas cette étape, c'est que au fond, t'es pas intéressé vraiment, tu vois. Un an plus tard, un été, je m'étais entraîné, main gauche, main droite, shoot. Le meilleur ami de mon grand frère, il m'a entraîné tout l'été. Et du coup, à la reprise, quand je suis revenu, les mecs, je les ai choqués en fait. Shoot, mouton, bing dans sa tête, 3 points. Donc voilà. On m'a donné du respect en fait, parce que je suis parti le chercher. Et sans prétention, je suis venu, j'ai joué, et il y a des joueurs qui sont, eux, tombés par terre. Wow, what a fake on Daniels as he broke his ankles and got all the way to the cup for 2 of his 40. Oh, Allen Iverson, what a move! Allen Iverson. Moi, j'étais totalement fan d'Allen Iverson. Les tresses couchées, toujours des coiffures afro, des tatouages partout. Le style de vêtements était habillé en triple XL, avec des baggy, tout ça. Ça sentait les années 90, quoi. C'était un joueur qui me correspondait, que ce soit par sa petite taille, parce que moi je fais que 1m70 et lui d'être dans un peu moins de 1m80, de son explosivité, le fait de jouer avec des crossovers. Quand je le regardais jouer, le peu de matchs que j'ai pu voir de lui, je me suis dit, ah oui, en fille, c'est ce que je veux être sur le terrain. Et mon jeu ressemble un peu à celui d'Iverson, en tout cas à l'époque. D'ailleurs, moi j'aimais les 1 contre 1 pour ça. Tu peux pas dire que c'est à cause de lui ou grâce à lui. C'est toi et moi. Voilà. Tu peux dire que je suis grand, tu peux dire que je suis petit, tu peux dire que je suis gros, ce que tu veux. Mais c'est juste toi et moi. La faute du panier. Le panier, il est là, il bouge pas. Il y a le vent, ça c'est ton problème. Fais autre chose. Un contre un, c'est comme le détecteur de mensonges. Tu vois. Trocadéro, j'y étais pas. Champ de Mars, j'y étais pas. Birakim, j'y étais pas. Glacière, j'y étais pas. Stalingrad, j'y étais pas. Charenton, j'y étais pas. Il y a Stéphane après. Stéphane, c'est toi après? Non, il y a eux d'abord. Il y a eux, après il y a Stéphane et après nous. Il y a 2 matchs encore. Ce que j'aime dans les playgrounds, c'est le côté, on arrive, on se connaît pas, et on va passer l'après-midi ensemble, et à la fin de l'après-midi, on va se dire, vas-y, à la semaine prochaine. Julien Muller, fan de basket et auteur des livres « Les légendes de la NBA » et « Les rivalités de la NBA ». C'est un plaisir simple, mais il n'y a rien de mieux, quoi.
check. On fait ça en 20 on va les gars. Allez, on leur met. Si on gagne, il y a une belle. Et si vous prenez 20-0, c'est poulet. Des fois, on jouait pas vraiment. Des fois, on était là. Enfin, on jouait beaucoup, mais on était là avec le ballon. Mais tu discutes vraiment avec les gens. C'était peut-être, je sais pas, peut-être, je vais dire un grand mot, peut-être c'était le côté psy, tu vois. Le fait de parler avec d'autres têtes, qui te racontent un peu sa vie. Tu le connais, mais tu le connais pas à fond, puisqu'il habite à l'autre bout de la banlieue. Mais c'est un bon gars à toi, tu sais que tu te retrouves là, donc il te raconte ceci, ce qui lui est arrivé, les galères. Tu vois, tu partages, tu lui dis on n'avait rien. Et là, on se battait avec une bouteille d'Oasis, on était 15, mais tout le monde avec sa petite gorgée, tu vois. Ça a créé des vraies amitiés, tu vois. Après, sur les playgrounds, il y a des cons. Hein. Moi, je l'ai été probablement. Enfin non, on peut même retirer probablement, je l'ai été aussi. T'es foutu, j'ai baisé des tas de joueurs bien meilleurs que toi, pauvre con. Ah, Les Blancs ne savent pas sauter, ouais, c'est mon film culte. C'est pas un grand film, mais c'est mon film ultime, quoi. Lui, je pense que j'ai dû le regarder un nombre de fois incalculable. Encore aujourd'hui, on sort des petites phrases, des petites références. Sidney, vieux, je te signale que le vent m'a gêné un peu à mon dernier tir. Tu devrais corriger un peu. Vise à gauche dans les 20 cm. Regarde ça, t'as tout ça au bout des doigts. Ça parle beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup de tchatch. Voilà. Et du trash talk aussi. Ah, si tu faisais un airball, ben, t'as tout le monde sur les côtés qui te vannait. T'avais même la pression de tirer, en fait. Hein. Est-ce que t'as un mec en face qui fait un peu de trash talk, qui va te dire... Le lance pas comme une brique. Forcément, il y a tout le monde qui écoute, qui rigole. J'ai toujours parlé. Je faisais partie des joueurs qui parlaient beaucoup. Ça m'a apporté préjudice aux États-Unis. Mais c'était une manière d'exister et de dire aux gars, hey, ce que je dis, je le fais. Et vu que dans le playground, c'est comme ça, en fait, on se rendrait coup pour coup. Voilà, je marque un panier ou je dis quelque chose et derrière, je marque le panier. C'est comme si ça validait ce que je t'avais dit. Et puis après, quand tu as eu ce clash avec ce mec-là, demain, il revient, il dit tu te rappelles d'hier quand t'as nana, et là, il veut te remettre à l'heure. Mais toi, tu lui dis non, on va rester sur l'heure que je t'ai donnée, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on se motivait, etc. Après, des fois, ça monte, l'adrénaline, etc. Mais ça va, c'est jamais bien méchant. Surtout quand c'est des joueurs avec qui on traîne tout le temps. On a nos codes, etc. Après, tu vas pas le faire avec n'importe qui. Des fois, on jouait comme ça. Et des fois, la police, ils voyaient du nombre, tout ça. Et ils venaient des deux côtés, en fait, avec 2 entrées dans le terrain. Qui correspondaient un peu aux 2 entrées sorties du métro Stalingrad. Enfin, le côté aérien, en tout cas. Et en fait, ils faisaient des espèces de guet-apens. Tout d'un coup, ça rentrait à gauche et à droite. Une vingtaine de policiers qui arrivent. Tu sais pas pourquoi t'es en train de jouer dans ton basket. Ça crie, bougez plus. T'es là, on est en sueur. Nous, on joue au basket, qu'est-ce que tu nous racontes, tu vois? Contrôle contre la grille, ça s'est jamais bien passé. Mais parce qu'on était vraiment là, si on est dans notre truc sport, on fait rien, on demande rien à personne, on kiffe le moment. Et t'as des mecs qui te plaquent contre la grille. Je leur dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout, ils te fouillent. Comme on est à Stalingrad, et ils te regardent, toi tu vends du crack. Qu'est-ce que tu racontes, on joue au basket, toi tu vends du crack, tu fais ça, là. Des accusations. Je commence à réaliser aussi, t'as le basket mais t'as des choses vraiment sérieuses autour, tu vois. Et comme je te disais, il y en a qui n'avaient pas de papier, tu vois. Nous, on comprenait pas. Il est noir comme toi, moi je suis français, toi t'as pas de papier, mais c'est tranquille. Mais non, c'est pas tranquille. Nous, on est là, on passait notre vie à dire, nous, on n'est pas français, on s'en fout. Moi, je suis Mali, Sénégal, Algérie. Moi, je me fais attraper, je m'en fous, je retourne chez ma mère. Mais lui, il se fait attraper, c'est fini. Hein. Il envoie R, je sais pas quoi, là, et c'est fini, tu vois. Donc, plusieurs fois, t'as des mecs qui ont essayé de s'enfuir, on essaie de le protéger, tout ça. T'en as qui se sont fait prendre. Des mecs, je vais pas dire qu'on les a jamais revus, mais c'était vraiment chaud. Et qu'à ce moment-là, voilà. Des fois, ça se passait aussi, on va dire, tranquille. Mais c'est jamais tranquille un contrôle, parce qu'on se demande toujours, nous, là, dans notre basket, pourquoi tu viens nous contrôler? Et quand un keuf vient de te dire, toi, tu viens du crack, pourquoi? Je suis un noir, je vends du crack, c'est ça? Il dit, ouais, toi, ça doit, t'es un Sénégalais, t'es un Modou, tout ça. Il te sort des phrases, tu vois, t'aimes pas. Et comment tu réponds? Après, les choses s'enveniment. Des fois, ça se calmait. Des fois non, tu vois, mais c'est un truc aussi qui marquait. Tu sais, on n'est pas dans les trucs américains où t'as plein de vidéos qui passent, où t'as des jeunes, ils sont là avec les policiers, ils jouent au basket, one-one, tout ça, tout le monde s'amuse, le policier il met un 3 points, tout le monde rigole. Hein. Et si ça marche pas comme ça, hein, tu vois,
c'est pas le rêve américain, tu vois. C'est plus une relation dure. Après, s'il y a des gens qui fument à côté du shit, je sais pas quoi, ça c'est leur problème, mais qui nous mettent pas dedans, tu vois. Parce que je te dirais fumer, ouais, peut-être c'est interdit par la loi, je ne sais quoi, mais je le dis pertinemment, connaissance de cause. On était dans d'autres endroits de Paris, avec des autres jeunes qui fument autant de shit ou je ne sais quoi que dans les endroits comme Barbès, mais ceux-là n'étaient pas emmerdés, parce que les parents, c'est un autre niveau, c'est d'autres conséquences, et ils savent que si ils vont embêter ce jeune-là, le père, il va arriver, son boulot, là, ça va être chaud pour toi, tu vois. Alors qu'ici, ils savent très bien que sur Barbès, Stalingrad, vas-y, les petits là, la maman, elle fait le ménage, le père, c'est un ouvrier, il a peur, tu vois, il fera rien, tu vois. Et t'as tous ces trucs-là qu'on a appris sur le terrain aussi, tu vois. Après, tu grandis, tu essayes de plus faire attention à ça, tu vois. Mais c'est des trucs qu'on a vus, qu'on a vécu et qu'on n'oubliera pas, tu vois. C'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, on parle de violence policière. Violence policière, il y a 20 ans, on les a vus, on en a eu. Mais tout le monde niait que c'était pas vrai, tu vois. Quand c'était nous, c'était faux. Aujourd'hui, c'est médiatiser tout ça. Mais je te dis les choses clairement. Les gens, ils trouvent ces mots, quand je le dis choc, je le dis. Quand on était perçus comme les petits noirs, petits arabes, et pas juste comme les Français, pour nous, ça n'existait pas. Mais quand les compatriotes qui sont gilets jaunes aussi, qui peuvent être n'importe couleur, mais en majorité, on va dire, c'est des gens perçus comme blancs d'un certain niveau, ils ont goûté à ça. Malheureusement, je dirais que les gens, tout le monde s'est excité, s'est dit, il y a des violences policières. Alors que ces trucs-là, même ça soit dans le basket, tu vois, on a vu des gars se faire malmener. Quand on racontait ça aux gens, il y avait toujours le « mais ouais ». Vous avez fait quelque chose, mais ouais. J'ai dit non, nous, on joue au basket, c'est tout. Donc ouais, voilà, je voyais ces photos de gamins qui sont tous là, avec leurs t-shirts Bulls, Streetball, Lakers, Jordan. Guillaume, Marietta. Donc venant de la campagne mosellane, ça me semblait un idéal, une sorte d'Éden. Parce qu'il y a ces terrains qui ont l'air même pourris, mais ils ont du béton, il y a des murs où il y a des graphes. Et je comprends maintenant que en fait, c'est des gamins qui n'avaient pas de thunes. Mais voilà, moi je les voyais en photo et je trouvais ça me faisait fantasmer. Ouais, j'étais là genre putain, ils ont trop de chance. Là, il y a une photo, là, la 10. La photo est prise, donc il vient de dunker, il a encore accroché le cercle. Il y a la balle qui tombe, qui commence à tomber, il n'y a pas de filet. Et tu vois, il est en pantalon, il est en jean. Et il a un maillot de baseball de l'équipe de Floride. Et j'aime bien ce mélange d'esthétique, genre rien à foutre, je joue en pantalon. Moi, des trucs, ça date d'il y a super longtemps, mais des fois, il y a des mecs qui m'en reparlent. Jean-Louis Mendy. Des mecs qui étaient un peu plus jeunes. Un jour, je suis là en match, il y a un mec qui vient me voir, il me dit « Ah ouais, je me souviens de toi. Ah, j'ai kiffé un jour ta poster de gars. » Moi, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ?» Il me dit « Ouais, j'étais là-bas. » Il me parle d'un truc, ça fait 10 ans. Moi, limite, j'ai oublié. Après, je suis là « Ah ouais, je m'en souviens. » Je sais que même les mecs qui étaient en dessous, ils s'en souviennent. Parce que c'était un match qu'on perdait. Je suis monté sur 2 mecs. Les gars, ils ont sauté. Mais je leur ai mis tout ce que j'avais dans le cœur sur eux, tu vois. En plus, je me tenais au cercle. Et comme on dit, j'ai posé mes sur eux. Ça c'était un bon moment aussi, tu vois. Surtout que les deux tombent. Et moi, je lâche le cercle, après je reste debout et je les regarde. Et les mecs savaient, tu sais, ça a été un tournant du match. Hein. Et là, les mecs, ils étaient là, ils voulaient plus trop m'approcher, ils pensaient que j'allais tomber tout le temps, alors que rien à voir, tu vois. Mais c'est un truc qui montre que le basket, c'est super psychologique aussi. Tu te rappelles hier? Non, hier. Aujourd'hui, je m'en rappelle. Et tu vas dormir avec ce que je t'ai donné aujourd'hui. Et demain, tu reviendras en disant, je vais faire autre chose. Voilà. Tu vas pas dire au petit, ouais, mais moi, hier, je dirais, aujourd'hui, j'ai pas vu ce que tu as fait hier. C'est aujourd'hui. Et ça, c'est bon, ça. C'est ça qui est bon. Et quand tu arrives sur le playground, on s'en fout. C'est vrai que moi, quand j'arrivais, on me disait, ah, c'est Sam. Ah, il y a Sam. On me regardait comme ça. Mais parce que j'ai fait plein de choses qui font que... Mais quand moi, j'arrivais sur le playground, je me disais pas, ah, il y a les petits.
Je disais, je sais pas qui je vais attraper aujourd'hui, mais je vais l'attraper. Je vais rien lâcher. Et je rentrais la tête haute. Et le lendemain, je revenais, pareil. Après, des gens verront ça autrement. Les menteurs vont se mentir tout le temps et te parleront de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais ton nom, on s'en fout de ton nom, en fait. Ton jeu, fais-nous voir ton jeu. Là, il se passe quoi? Et souvent, quand je joue avec les jeunes, ils sont comme des petits loups, en fait. Ils veulent me faire perdre. Quand ils prennent une petite victoire, ils me regardent en mode on est en train d'arriver. Et j'aime ça, tu vois, parce que c'est ça la réalité du truc. À un moment donné, tu vas te faire manger. Tu peux pas dominer tout le temps. Et le playground, il te remet à l'heure tous les jours. Qui es-tu aujourd'hui? Je crois qu'on a fait le tour, là, hein? Alors, puis jingle, et je fais arteradio.com, c'est ça? Après le générique de fin, j'ai dit une série documentaire de... OK. Donc plus radio, pas trop enthousiaste. C'est trop fort, ça!